Merci, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes nombreux, nombreuses. Ça va être une conférence passionnante. Alors, énergie, défense, services critiques, infrastructure. Je ne vais pas vous faire une liste des événements internationaux actuels qui nous font nous rappeler qu'on a besoin aujourd'hui de souveraineté. Et côté IA et plus récemment, j'ai envie de dire plus récemment, IA générative, on est sur les thématiques qui sont aujourd'hui les nouvelles frontières, les nouveaux lieux numériques où les différentes puissances placent leurs billes. Et pour discuter de tout ça, j'ai avec moi Timothée Lacroix, cofondateur et CTO de Mistral AI. Bonjour. Enchanté. J'ai Mounir Bellamiti, directeur gouvernance et transformation technologique à la direction numérique et IA du groupe SNCF. Bonjour. Bonjour. Et enfin Michel Lutz, qui est Chief Data Officer pour Total Energy. Bonjour. Donc trois entreprises qui du coup ont d'énormes enjeux sur ces sujets de souveraineté et en particulier de souveraineté liée à l'IA. La souveraineté numérique, déjà, pour commencer, qu'est-ce que c'est la souveraineté numérique pour vous, Michel? Comment vous la définiriez dans votre groupe? Nous, en fait, c'est peut-être un enjeu. On ne parle pas forcément de souveraineté numérique. Nous, c'est plus un enjeu, on appelle ça d'autonomie stratégique. Parce qu'en fait, nous, les enjeux, en fait, ils sont multiples. On a une entreprise internationale, on est présent dans plus de 130 pays. Et finalement, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est trouver les moyens d'avoir l'autonomie de conduire la stratégie de Total Energy. Et les enjeux peuvent être très différents d'une zone géographique à d'une autre. On a des enjeux business très différents. Dans certains pays, c'est plutôt dans le domaine de l'IA, des traitements de données liés aux géosciences, dans d'autres, c'est lié au développement d'énergie renouvelable. Et en fait, dans ce cadre-là, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est de développer les bons écosystèmes qui nous permettent de développer notre stratégie dans différents enjeux régionaux. Et donc pour ça, c'est trouver les bons partenaires technologiques, c'est répondre aux enjeux légaux, aux enjeux de développer les bons partenariats académiques aussi. Et c'est vraiment, nous, une politique, on va dire, par zone géographique de développement d'écosystèmes. Alors effectivement, on a des enjeux particuliers en Europe et en France liés à la protection de nos données et à la souveraineté de l'IA, mais nous, c'est vraiment une stratégie globale qu'on porte. Timothée, en tant que fournisseur d'un modèle d'IA pour les entreprises, vous êtes un de ces partenaires. Qu'est-ce que c'est la souveraineté pour vous? Alors, je suis complètement d'accord sur le terme d'autonomie stratégique. On fournit alors pas seulement des modèles, mais aussi une plateforme logicielle et on commence à déployer de l'infrastructure. Notre but dans tout ça, c'est de fournir une solution qui est modulaire et qui laisse le contrôle aux entreprises avec lesquelles on travaille, qui en fait ont des situations de déploiement et des volontés de contrôle qui dépendent complètement de leur stack actuel. Mounir, vous avez des enjeux, vous, de votre côté, en tant que groupe SNCF, qui sont très français aussi, qui s'inscrivent dans du coup une entreprise qui est très inscrite dans le territoire. Qu'est-ce que ça veut dire souveraineté quand on parle de la SNCF et de toutes ses activités? Merci Julien. On parle aussi d'autonomie stratégique numérique. L'enjeu, c'est de garder le contrôle. Le numérique, il est partout dans nos activités, il est partout sur nos territoires, parce qu'on a une empreinte territoriale forte, tu l'as dit. L'enjeu, c'est de garder la main et de se donner les capacités d'avoir le choix. On n'a pas une doctrine d'autarcie numérique. L'idée, c'est de pouvoir s'associer avec les bons acteurs aux bons endroits, au bon moment, et d'avoir une stratégie de sourcing qui soit clairement en lien avec cette doctrine d'autonomie stratégique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on développe des partenariats comme celui avec Mistral pour l'IA pour nos agents, qui permettent de faciliter leur quotidien, pour nos développeurs sur notre fabrique numérique, mais aussi pour des recherches fondamentales sur notre outil industriel et nos chaînes critiques. Ça veut dire plus de prédictibilité sur nos retards, sur nos pannes, sur tout un tas d'opérations qui permettent en fait de faire mieux de trains et faire plus de trains pour l'ensemble des voyageurs. C'est pour nous une idée de la criticité de la souveraineté qui est en fait un principe d'autonomie stratégique plus que la souveraineté en tant que telle qui est l'apanage des États et des entités régaliennes. Bien sûr, vous avez utilisé le mot criticité. Qu'est-ce qui est critique chez vous du coup? Elles sont où les vulnérabilités que vous auriez pu identifier et dire voilà, ça c'est critique et ça reste souverain et ça on en parle avec des groupes qui sont peut-être internationaux? On a une infrastructure.
ferroviaire. On a des trains qui circulent, et qui sont en plus pas seulement nos trains, puisque vous savez qu'il y a l'ouverture à la concurrence qui arrive, donc on est gestionnaire d'infrastructure. Donc on a ce souci de la criticité d'infrastructures essentielles pour l'activité économique du pays, et notamment en région. Donc évidemment, quand on y ajoute la brique numérique, ça rajoute de la complexité à cette criticité. Donc nous, l'enjeu au numérique, c'est de faire en sorte que les chaînes critiques applicatives qui concourent à la production ferroviaire eh bien, soient sécurisées, soient sous contrôle, et même si elles font l'objet d'un fournisseur de services ou de plusieurs fournisseurs de services qui ne soient pas souverains, qui ne soient pas sous maîtrise française et européenne, l'idée c'est qu'on puisse à un moment donné reprendre le contrôle avec y compris des clauses contractuelles, des clauses juridiques, et avec un bouclier européen qui aujourd'hui commence à se mettre en place, qui nous permet d'être en situation de garder le contrôle sur nos infrastructures numériques comme ferroviaires. Je vois, Michel, avec un groupe international comme le vôtre, qu'est-ce que c'est du coup cette criticité souveraine? Comment vous l'analysez, vu que vous avez effectivement des activités partout dans le monde, comme vous l'avez dit? Où sont les points où pour le coup c'est non négociable, ça reste... Je vais peut-être recentrer, puisque en plus on est en France sur des enjeux qu'on a au niveau des développements des écosystèmes et de nos capacités techniques pour les sujets France et Europe. Donc nous, il y a plusieurs enjeux, mais il y a un gros enjeu qui est la protection de nos données. Donc nous, on opère notamment dans le domaine des géosciences, des données avec des forts enjeux, des fortes contraintes légales, des fortes contraintes de protection de l'information. Et donc, c'est des données, même si on a, pendant les dernières années, eu un très fort, ce qu'on appelle move to cloud, donc déplacement d'une partie de nos applications dans le cloud, on a certaines de ces données très critiques qui sont de toute façon pas éligibles au cloud. C'est des données très volumineuses, donc on parle de dizaines de pétaoctets de données, avec des enjeux de calcul très forts aussi, puisque c'est des données sur lesquelles on fait de la visualisation, du machine learning haute performance, de la simulation numérique. Et en fait, malgré cette stratégie cloud, on a depuis toujours finalement développé nos capacités souveraines avec nos data centers, nos capacités de calcul en propre en France. Donc on a un data center à Pau qui nous permet de faire, c'est des choses sur lesquelles on investit depuis les années 90, où on investit sur ces technologies autour du calcul scientifique. Après, effectivement, aujourd'hui, avec l'IA générative, ça nous amène à des nouveaux enjeux, puisque c'est des infrastructures un peu différentes, notamment aussi pour l'entraînement de ces modèles. Et c'est dans ce cadre-là où on développe aussi nos partenariats en France. Donc ça peut être avec des universités, et aussi évidemment avec Mistral, puisqu'on a signé un partenariat ensemble, je crois que c'était en juin dernier, pour travailler ensemble sur l'IA générative. Alors l'objectif, c'est... Il y a des questions qu'on discute autour des infrastructures, et après aussi l'idée, c'était de mettre ensemble... deux champions européens, des champions de l'IA, des champions de l'énergie, pour construire ensemble des solutions au service de la transition énergétique. Et Timothée, très récemment, Arthur Mensch, cofondateur également de Mistral AI comme vous, a remis au centre du discours que la dépendance au modèle fermé était un vrai sujet en entreprise aujourd'hui. Est-ce que pour vous, ça fait partie de cette question de souveraineté, l'open source? Alors oui, l'avantage qu'on a en proposant un modèle qui est open weight, c'est qu'on a accepté dès le début que nos modèles seraient visibles et utilisables, donc soit par la communauté open source, soit par nos clients directement. Ce que ça nous permet de faire typiquement pour répondre aux besoins de criticité, c'est d'aller déployer nos modèles et nos infrastructures proches des données chez les clients. C'est en général des grands groupes qui ont déjà fait des choix très très forts sur où est-ce qu'ils acceptaient de mettre quel type de données et pour quels usages. Et donc, arriver en tant que start-up et de dire « faites-nous confiance, donnez-nous toutes vos datas, on va faire des choses avec », c'est pas négociable. Et donc, en acceptant d'avoir un modèle qui soit ouvert et open weight, en fait, on se libère complètement et on dit « bon, vos datas sont là, on va aller travailler là-bas avec vous ». Vous pouvez peut-être définir pour l'audience la différence entre open source, open weight et ce que vous entendez par ça? Alors c'est un débat un peu fin sur les licences. Open weight, ça veut dire que les poids sont disponibles, mais on ne donne pas le code qui permet d'arriver à ces poids. On n'a pas de code d'entraînement. On a les poids qui sont disponibles et le code qui permet de les utiliser, mais il y a une différence subtile en termes de licence et de ce que ça veut dire. C'est des sujets qui vous touchent, ça, Mounir, sur
voilà, l'open tech, open weights? Est-ce que c'est des choses que vous pondérez quand vous avez ce genre de sujet devant vous? On est évidemment très engagé dans la communauté open source dans le ferroviaire, puisqu'on on est membre de l'association Open Rail Association, j'en suis d'ailleurs au board. On a énormément d'outils open source qui sont développés, mis au service de la communauté du ferroviaire et qui concourent justement à cette maîtrise de nos infrastructures et de nos outils. Évidemment, sur l'IA, c'est un enjeu, on le sait. Mistral y répond à sa manière, mais il y a aussi d'autres leviers pour y répondre. Moi, je crois, et là c'est plus une conviction, je crois qu'on n'arrivera pas à atteindre nos objectifs d'autonomie stratégique si on n'investit pas fortement sur l'open source. Ça veut dire y compris investir sur les compétences. Parce que l'open source, ce n'est pas une baguette magique. Ça veut dire qu'il faut qu'on développe aussi en interne des capacités d'améliorer des branches logicielles qui sont publiques et qui sont accessibles pour être au niveau d'acteurs propriétaires, d'acteurs éditeurs et d'offrir une expérience utilisateur à nos collaborateurs, à nos agents qui soient à la hauteur et qui répondent à leurs enjeux business. Et je crois que chaque fois que c'est pertinent, il faut qu'on s'autorise à le faire et je pense qu'il faut qu'on s'oblige à observer de près ces possibilités, ces technologies. Et je crois qu'il faut qu'on y investisse. On le fait modestement, mais on le fait sûrement. Je pense qu'il faut qu'on amplifie cet effort parce que la réponse, une des réponses, évidemment, passe par là. Pour les entreprises, c'est un petit peu, enfin ça devient de plus en plus un enjeu parce que l'IA est à la fois prise, je vais le dire grossièrement, mais comme un logiciel utilisé par des employés, mais aussi comme une infrastructure, c'est-à-dire aussi importante que l'accès à l'électricité dans une entreprise, dans une industrie pour qu'elle tourne. Aujourd'hui, comment vous vous positionnez dans dans ce dilemme? Parce que vous avez les usages et vous avez aussi le besoin de l'IA qui, au fond, est au cœur de vos activités? Nous, c'est de toute façon, historiquement, et de plus en plus aujourd'hui, l'énergie, c'est de la data et de l'IA. Les métiers historiques de Total Energy dans le domaine des géosciences, de l'oil and gas, c'est que par de l'analyse numérique qu'on connaît le sous-sol, qu'on sait gérer ses activités. Et aujourd'hui, avec la stratégie multi-énergie de Total Energy, donc dans le domaine de l'électricité et du renouvelable, on peut que être un acteur sérieux dans le domaine de l'électricité si on a de la donnée, on optimise les systèmes, on modélise, on anticipe. Donc c'est que de la donnée et de l'IA. Et on a là aujourd'hui, depuis l'année dernière, un vrai focus stratégique de la compagnie qui a vraiment réorganisé ses ambitions dans l'ingénierie autour de 6 axes stratégiques où on met vraiment des moyens d'ingénierie, de recherche, de technologie. Et il y en a 3 qui sont complètement appuyés sur la donnée et de l'IA. Donc il y en a un qui est tout ce qui est digitalisation des usines pour déployer de l'IA pour la maintenance des opérations, des drones, de la robotique. Le deuxième qui est IA digital pour l'hygiène, sécurité, environnement, pour baisser les émissions de CO2 des activités industrielles. Et le troisième, IA data pour tout ce qui est modélisation de la chaîne de valeur de l'électricité. Donc vous savez que l'électricité, notamment renouvelable, c'est de plus en plus complexe, des systèmes distribués, etc. Donc il y a des énormes enjeux de modélisation et d'optimisation de la grille et des systèmes. Et donc on a des problèmes stratégiques qui ont été décidés au plus haut niveau de l'organisation. Et là, on est en train de dérouler des grands programmes de transformation sur ces axes. C'est intéressant, Timothée, ce sujet, c'est quelque chose que vous avez mis aussi sur le devant de la scène, parce que j'ai souvenir qu'une des communications autour de Mistral était de dire que l'IA serait bientôt ou est déjà une commodité pour les entreprises aussi importante que l'électricité, c'est-à-dire que demain, aujourd'hui déjà, si une industrie perd son accès à l'électricité et ne tourne plus, demain, il y a un enjeu très particulier sur l'IA, c'est-à-dire on perd le modèle, on perd énormément de fonctions, de métiers, de cas d'usage. Et du coup, on fait passer une application à quelque chose d'essentiel. Donc, effectivement, au niveau de l'infrastructure. Je pense que c'est là qu'on va. Aujourd'hui, de façon réaliste, si on perd l'IA dans une entreprise, les choses vont ralentir. Elles ne vont pas s'arrêter. Il y a un step qu'on doit encore faire pour intégrer l'IA dans beaucoup de systèmes de back-office. Typiquement, les mettre dans des manufacturing floors, le mettre dans des process back-end, où vraiment, pour moi, le moment critique, le passage critique de l'IA, c'est quand elle arrête d'être utilisée par des humains. Donc on arrête d'avoir un humain qui pose une question, qui lit une réponse, et on a vraiment des systèmes qui travaillent en back-end.
Là, une fois qu'on a ça, effectivement, si quelque chose tombe, ça devient beaucoup plus critique. Michel, oui, bien sûr. Oui, juste rebondir sur le terme commodité. C'est quand même pas une commodité comme les autres, parce qu'il y a un enjeu de ce que tu as un peu dit avant d'intégration technique. Honnêtement, même si l'IA, c'est incroyable ce que ça peut faire pour vraiment avoir des impacts sur des processus métiers intégrés au SI d'une entreprise, il y a quand même sacrément de boulot, hein. C'est pas du tout magique, notamment dans des systèmes industriels où en plus on sait que juste des LLM, ça fait pas le job parce qu'il voilà, il faut intégrer des équations physiques, des connaissances liées vraiment au métier. Donc il y a ce côté technique et il y a aussi une intégration vis-à-vis de l'humain, parce que c'est pas non plus naturel de bien travailler avec une IA, l'intégration dans les processus métiers. Et ça, il ne faut pas le négliger. Et c'est un énorme boulot, je pense que nous, on a relevé dans des grandes entreprises de formation, d'acculturation, et aussi que les gens ne soient juste pas naïfs et qui ne croient pas que c'est si magique, et qu'ils sachent utiliser ça vraiment intelligemment et qu'ils comprennent que à la fin, pour que ça marche, il faut que l'humain reste à bord et on a besoin de vrais sachants en face des IA pour être vraiment performant dans une entreprise. Tout à fait. Et Mounir, vous nous l'avez dit tout à l'heure, votre métier, à la fin, c'est de faire rouler des trains à plus de 300 km/h. C'est critique parce qu'effectivement, le moindre problème peut être dramatique dans votre secteur. Est-ce qu'il y a des endroits aujourd'hui, en 2026, où vous avez, comme l'a dit Timothée, laissé des IA tourner de manière redondante et où effectivement le contrôle humain est moins là aujourd'hui? Chez nous, l'humain est toujours à bord. C'est à bord des trains, vous le voyez, et à bord de nos infrastructures numériques. Et vous disiez, l'IA est un turning point, un maillon qui, s'il tombe, empêchera nos activités. Je vais aller plus loin. Si demain, j'ai plus de mail, j'ai plus d'outils de visio, j'ai plus de SharePoint ou d'outils de partage de documents, je suis en difficulté pour faire circuler des trains, avant même d'arriver au sujet de l'IA. Et donc, la question, c'est comment on construit des briques d'IA, et c'est ce qu'on est en train de faire avec Mistral, qui soient, by design, en résilience et en capacité à tenir dans la difficulté, tenir en face de contraintes géopolitiques, de contraintes géostratégiques, et tenir en cas de perturbations techniques, perturbations numériques. Et c'est ça l'enjeu qu'on a aujourd'hui qui est devant nous, c'est de bâtir un écosystème qui soit résilient par nature et qui nous permette, avec nos agents, avec nos collaborateurs, d'être plus efficaces sur le terrain et de faire plus de trains en restant compétitif, en restant performant et sans finalement revenir sur la performance qui nous caractérise. On est aujourd'hui face à une ouverture de marché, le marché du ferroviaire est ouvert à la concurrence. On ne peut pas faire n'importe quoi non plus avec nos systèmes et avec nos capacités. Donc il faut qu'on le fasse intelligemment. Et chaque fois que c'est pertinent, oui, on ira vers plus de souveraineté, oui, on ira vers plus d'autonomie stratégique, et on ira vers des solutions intelligemment conçues. Et c'est ce qu'on est en train de bâtir avec Mistral, la French Tech. Aujourd'hui, la French Tech, c'est plus de 100 millions d'activités, 100 millions d'euros d'activités par an pour SNCF. Donc on y est, on est locomotive dans cet écosystème et ça ne fait que commencer. Et c'est là aussi où on revient du coup à ces enjeux et ces sujets autour de la souveraineté, c'est que on se retrouve aujourd'hui dans un monde qui a eu l'habitude, j'ai envie de dire, ces 30, 40, 50 dernières années de travailler ensemble. On le sait, le président américain peut déclencher des guerres de douane, il peut mettre la fin d'un port de matériel très stratégique qui pour le coup est en infrastructure et dans les data centers, etc. Et à ce titre-là, la question s'est souvent posée, est-ce que l'Europe est résiliente sur ces sujets-là? Est-ce que si demain les technologies américaines ne sont plus chez nous, ou si la Chine décide de bloquer l'exportation des puces, on a de quoi faire? Est-ce qu'on a de quoi résister? Timothée, peut-être? Oui, alors sur ce sujet, moi ce que je trouve très intéressant, c'est que avec l'IA générative, c'est un nouveau chapitre de la tech qui s'ouvre. Et avec ce nouveau chapitre, on a des opportunités. L'opportunité d'avoir un acteur dans ce domaine qui soit souverain, qui soit présent en Europe et qui soit chez nous. Oui, c'est clair. Mounir? Moi, je crois qu'on a les atouts en Europe pour être de plus en plus autonome. L'idée, c'est pas de faire de l'Europe un village gaulois ou seul contre le reste du monde, c'est de se donner les capacités de choisir et de reprendre le contrôle quand ce sera nécessaire et quand c'est nécessaire. On a des acteurs qui émergent, des acteurs français et européens qui émergent, qui sont structurants. Et je crois que notre rôle, en tant que grand groupe, c'est de les accompagner
dans leur croissance et eux aussi nous accompagnent dans notre croissance, donc c'est du gagnant-gagnant. Je crois qu'il faut qu'on investisse aussi sur les compétences. Nous, on a des programmes d'internalisation de développeurs, d'internalisation de compétences et de monter aussi en compétences dans le numérique d'agents qui sont sur le terrain aujourd'hui dans des opérations ferroviaires. Donc on investit sur les talents et je crois qu'on a aussi la chance d'avoir une législation européenne qui nous protège. On a le RGPD, on a l'AIA Act, on a NIS 2. Alors oui, parfois, faut ajuster les curseurs au bon endroit, mais ça se fait dans le débat, dans le dialogue. On est aussi acteur de ça. Nous, on le fait avec nos services compétents et je crois qu'il faut qu'on avance ensemble et collectivement vers ce chemin de l'autonomie stratégique qui n'est pas l'autarcie totale et le fait qu'on coupe l'Europe du reste du monde. Et c'est ce que disait le président Macron à Davos quand il a dit que l'Europe finalement était sous-évaluée alors qu'elle était prévisible. Et cette prévisibilité est voilà, un matelas de confort pour les investissements normalement, alors que le monde autour de nous devient de plus en plus par essence et par la volonté de certains dirigeants imprévisible. Comment vous inscrivez là-dedans, Michel? Est-ce que vous avez des enjeux vis-à-vis de ça? Effectivement, en Europe et même en France, on est bon côté énergie. On sait faire et on a la capacité et l'infrastructure pour financer et pour accompagner cette montée en puissance des nouveaux champions de l'IA. Est-ce que c'est un sujet qui vous concerne? Pour revenir sur ce qu'on disait avant, je pense que la première souveraineté, c'est l'intelligence et les talents humains. Et ça, clairement, notamment dans le domaine de l'IA, on les a en France et en Europe. Je pense que les équipes de Mistral Le Monde, c'est des gens brillants. J'ai parlé avant de Scikit, c'est pas pour rien non plus que Yann Lequin il lance son Ami Lab en France. On a vraiment des talents scientifiques, technologiques, on les a. Après, je pense effectivement, on a peut-être des choses à aller chercher, c'est développer ces talents et ces entreprises très innovantes en des vrais gros succès commerciaux. Et je pense que c'est là, effectivement, on a un rôle, mais pour revenir à ce que je disais avant, à créer les bons partenariats pour vraiment construire une vision ensemble. Mais vraiment, et d'ailleurs, de toute façon, la diaspora française de la tech, elle rayonne dans le monde entier. Et je pense qu'il n'y a pas aucun souci là-dessus. Dernier mot, Timothée, peut-être? Pour revenir sur ces partenariats, c'est vrai qu'on a eu une chance énorme à Mistral où on a très vite ciblé les grosses entreprises et on a eu une réponse assez fantastique des grands groupes européens qui nous ont soutenus très tôt, très profondément. Et c'est vrai que ça nous permet d'avancer beaucoup, de pouvoir prévoir sur le long terme aussi, sur des engagements qui sont longs. Et en fait, c'est ça qui a le plus de valeur pour nous. C'est vraiment des utilisateurs, des gens qui nous font des retours et des gens qui nous aident à nous développer commercialement. Vous diriez aujourd'hui que pour Mistral, l'écosystème français et européen a fonctionné? Très bien et on les en remercie. Merci beaucoup. Mounir, peut-être un dernier mot aussi sur ce sujet-là. Comment vous vous inscrivez dans cet écosystème qui est aujourd'hui présent à Tech and Fest? On est, je l'ai dit tout à l'heure, très présent dans la French Tech. On a des écosystèmes régionaux et la preuve aujourd'hui avec notre présence ici qui sont très actifs. On a une empreinte territoriale avec d'autres groupes français qui est aussi réelle. Donc c'est comme ça qu'on irrigue un écosystème et qu'on permet à celui-ci de devenir mûr et structurant pour nos activités. Et je crois que nos investissements, nos choix, d'être multifournisseurs, de toujours regarder, toujours se questionner sur du make, sur du buy, sur de l'actif français, européen, ou alors quand ça l'est moins pertinent, plutôt de faire dans l'efficacité et dans la compétitivité. C'est comme ça qu'on arrivera à bâtir quelque chose de structurant. Et je crois qu'on le fait ensemble, c'est le plus important. On le fait avec des hommes et des femmes qui sont engagés, qui adorent ce qu'ils font, qui adorent leur métier, et qui connaissent aussi le cœur de l'activité qui est la nôtre, qui est particulière, hein, qui est de transporter des hommes, des femmes et des marchandises sur l'ensemble du territoire et partout dans le monde. Donc je crois que c'est important de le faire sans oublier ça, l'humain. Ça sera peut-être le mot de la fin, parce que sans humain, on ne fera rien. Tout à fait, merci beaucoup. C'est effectivement le mot de la fin. C'était passionnant. Je pense qu'on a, dans l'audience en tout cas, beaucoup appris. Je vous remercie tous les trois. C'était Merci à toi. très bien. Merci Merci beaucoup. Merci.